Mesdames, Messieurs, au moins le plaisir que vous allez avoir aujourd'hui, en dehors d'accueillir Bertrand Piccard, c'est que je ne vais pas faire de discours. Je fais juste une présentation de Bertrand Piccard. Si je commençais par vous dire que Bertrand Piccard est devenu presque un Lorrain d'adoption, ça serait mentir. Mais quelque part, avec Jean-François Clairvoy, qui lui est né dans la banlieue de Metz, qui est allé 3 fois dans l'espace, et Gérard Felzer, c'est ce que j'appelle mes 3 mousquetaires sur le mondial air ballon. Alors Bertrand, on se connaît depuis une trentaine d'années, je pourrais le dire exactement. Bertrand vient de fêter son anniversaire. On a le droit de le dire, Bertrand ? Bon, oui, de toute façon, c'est sur Wikipédia. Donc, Bertrand vient d'avoir 60 ans. On peut l'applaudir. Alors, il aurait pu se contenter de faire comme certains, d'être le fils d'eux. Son grand-père, Auguste, en fait, vous le connaissez un peu à travers Tintin. Parce que l'histoire raconte, et il semblerait qu'elle soit vraie, parce que chez les Suisses, on ne rigole pas avec ça, que Hergé soit inspiré de son grand-père pour le professeur Tournesol. Et son grand-père, il a fait quoi ? Eh bien, dans les années 30, il est monté dans la stratosphère avec un ballon, dans les années 30. Le père de Bertrand, il ne pouvait pas aller plus haut quand même en ballon. Donc lui, il a choisi la profondeur sous les mers. Et je crois qu'il détient toujours le record du monde. Je regarde Bertrand de côté. Et je crois que c'est à moins 10 000 mètres, un peu plus même d'ailleurs, dans une sorte de pas de sous-marin, mais je ne sais pas s'il aura le temps de vous raconter, mais c'était un truc de fou. Bertrand, il a eu la chance quand même, c'est d'avoir un papa qui vivait aux États-Unis, pour ses expériences notamment. Et je crois que c'est ce qui lui a donné l'envie d'être dans les airs, c'est qu'il a à peu près suivi tous les programmes Apollo, gamin. Parce que je crois que son papa connaissait bien Wernher von Braun. Mais en fait, il a quand même décidé de faire un métier sérieux. Il est devenu psychiatre, plus spécialisé pour les enfants. Mais quelque part, l'appel, j'allais dire, du large, l'appel des airs, l'a saisi quand même très rapidement. Et Bertrand a commencé beaucoup dans les ailes delta. Je crois que ça ne lui suffisait pas. C'était pas par mimétisme familial, c'était véritablement par cette espèce d'appel. Si vous avez déjà volé en avion, en ballon, si vous avez sauté en parachute, vous devez comprendre ce que c'est que être dans les airs. C'est quelque chose de magique. Et donc un jour, Bertrand, il s'est mis à la montgolfière, et puis il s'est mis à la rosière. C'est une sorte de combinaison entre un ballon à gaz, donc gonflé aujourd'hui à l'hélium, et la montgolfière. Je crois que c'est en 92. Je crois qu'il est arrivé premier. Il a traversé l'Atlantique dans le sens États-Unis-France. Son grand rêve, c'était de faire son tour du monde en ballon. Au mois de mars l'année prochaine, nous fêterons les 20 ans du Tour du monde par Bertrand Piccard et Brian Jones. Faire un tour du monde en ballon, c'est un truc de fou. Je crois que ça rend, je ne me souviens plus exactement des chiffres, mais je crois que tu as consommé 3 tonnes de propane pour faire ton tour du monde. Quand il s'est posé, il s'est dit... Les airs, c'est super. Les tours du monde... Alors, entre-temps, il avait réussi à battre Steve Fossett,
milliardaire qui n'avait pas réussi à faire son tour du monde. Je crois également à un Britannique qui a une compagnie qui s'appelle Virgin. Je ne fais pas de publicité. Et lui a réussi à faire ce tour du monde. Et il a commencé à rêver en se disant, dans les airs, on est bien, mais on doit pouvoir montrer, en faisant un tour du monde sans énergie autre que le soleil, à prouver au monde qu'on a besoin de changer, qu'on doit changer. On doit changer. Alors, il n'y a pas que le digital, il y a la transition énergétique, il y a la transition écologique, il y a toutes les transitions que nous allons connaître dans les 10, 15 ou 20 ans à venir, qui nous ont été lancées par, annoncées ou commentées hier par Laurent Alexandre. Donc, il s'est mis en tête de réussir, de tout faire pour réussir ce tour du monde. Au départ, c'était peut-être faire un tour du monde pour montrer que c'était possible. Et d'ailleurs, très honnêtement, tous les grands constructeurs aéronautiques l'ont lâché. Parce que pour tout le monde, c'était impossible. Alors on prête à Mark Twain, ils ne savaient pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait. Je pense que Bertrand l'avait dans la tête. Il a réussi ce qu'on appelle le tour du monde avec Solar Impulse. Aujourd'hui, Bertrand a une fondation, soutient un grand nombre de causes, et notamment celle de la transformation de notre société, de notre approche du monde avec ses yeux. Donc je n'irai pas plus loin. Vous allez avoir un petit film de 5 minutes, et après, Bertrand montera, nous serons ensemble à peu près 50-55 minutes, et si nous sommes dans le timing, nous aurons quelques questions, échanges avec la salle. Je vous remercie, et je vous demande d'accueillir le film qui va arriver avant que Bertrand ne monte sur scène. Merci, mesdames, messieurs. Achieving the first solar flight around the world. This is the story of two men. Bertrand Piccard, psychiatrist and explorer, and André Borschberg, engineer and entrepreneur. A team driven by a vision of the future and a passion for innovation. And the first airplane of perpetual endurance, able to fly day and night without fuel. Together with their partners, they wanted to show the power of pioneering spirit and clean technologies to bring solutions for a better world. Solar Impulse, the adventure showing that change is possible. It's a bit the moment of truth, because you simulate, you calculate, you imagine, but there is nothing like testing and doing it in real. We deeply believe that we can achieve impossible and incredible things with renewable energies, like flying around the world with no fuel. And if this works, of course, everybody can do it on the ground to make a cleaner world. And this can be your way to be with us in the plane. And this was a scene in Abu Dhabi early this Monday. Dans ce journal également, les titres on its way to making history. The ultralight plane is powered only by the sun's rays. Between March and July 2015, Bertrand Piccard and André Borschberg flew without a drop of fuel from Abu Dhabi to Oman, across the Arabian Sea to India, Myanmar, China, Japan, and over the Pacific to Hawaii. How are you feeling
after all that time, you broke a world record in terms of solo flight a few hours ago. Resuming the round-the-world adventure in April 2016, Solar Impulse continued from Hawaii to California and New York, across the Atlantic to Spain, then Egypt, and made it back successfully to Abu Dhabi in July. Today, the challenge is no longer to conquer the moon. The challenge is to conquer quality of life on Earth. Our world desperately needs the implementation of clean technologies to reduce the energy consumption and the waste of natural resources. Hotel India Bravo, turning final, 02 right. This airplane was not built to carry passengers, but to carry a message. The world could reduce half of its CO2 emissions by replacing old polluting devices with new clean technologies, like those used on Solar Impulse. I am inspired by your pioneering spirit. You know, Mr. Secretary General, if an airplane like Solar Impulse can fly day and night without fuel, the world, of course, can be much cleaner. Inspiring generations, promoting innovative solutions to the challenges of humanity, inventing a brighter future. Solar energy made it possible to fly many days and nights in a row without fuel, crossing 2 oceans and remaining airborne longer than any jet plane in history. 2016 has seen the completion of this pioneering adventure, flying 40,000 kilometers round the world without a single drop of fuel. More than an achievement in the history of aviation, Solar Impulse has made an achievement in the history of energy. Let's take it further. Like Solar Impulse, the clean tech revolution has taken off, presenting new ways of thinking and doing to achieve the impossible. And you can be a part of it. Bonjour à tous et à toutes, merci de votre accueil. Je suis ravi de revenir en Lorraine, où j'ai effectivement beaucoup d'attaches, comme Philippe a pu vous le dire tout à l'heure, depuis les années que je viens au Mondial Air Ballon, qui est une manifestation fantastique qui réunit des pilotes du monde entier. Et je suis heureux que Metz maintenant réunisse aussi des innovateurs, qu'il y ait ce gène aujourd'hui. J'ai rencontré des startups qui font partie aussi du projet de la Fondation Solar Impulse. Donc vraiment une ambiance qui me plaît. Alors je sais très bien que vous n'êtes pas là pour apprendre à piloter un avion solaire. Mais je crois que comme être humain, comme entrepreneur, nous avons tous des buts, tous des rêves, tous des envies. Et je ne sais pas si vous avez remarqué que très souvent, quand nous parlons des buts les plus fondamentaux que nous avons, il y a toujours quelqu'un qui nous dit « c'est impossible ». Et quand on demande « mais pourquoi est-ce que c'est impossible ?», la réponse est toujours la même, parce que personne ne l'a fait jusqu'à maintenant. Et ça, c'est la réponse la plus idiote qu'on puisse recevoir, parce que ça devrait être exactement le contraire. C'est précisément parce que personne ne l'a fait qu'il faut essayer, sinon ça restera toujours impossible. Mais quand on essaye, il faut essayer comment ? Il ne faut certainement pas essayer en utilisant toutes nos croyances, tout ce qu'on a appris, parce que sinon on va être bloqué dans le passé. L'avenir est disruptif. L'avenir, c'est quelque chose qui est complètement différent de ce qu'on imagine. Alors, comment est-ce qu'il faut faire pour se libérer de ce qui nous retient pour avancer ? Mais ce qu'il faut, c'est essentiellement
réaliser que ce que nous croyons le plus, nos certitudes, nos paradigmes, ce sur quoi on base toutes nos croyances, est justement le verrou qu'il faut arriver à faire sauter. Il faut arriver à voir ce qui, dans notre état d'esprit, nous empêche d'avancer pour le modifier. Et là, on voit que l'impossible, finalement, il n'est pas dans la réalité et qu'on peut le faire arriver. Alors, je vais vous donner quelques exemples. Quand le père de mon grand-père a installé le premier téléphone en Suisse, il était professeur d'université, il a invité tous ses collègues, et il leur a fait une démonstration. Il a tourné la manivelle, il a appelé sa femme pour dire qu'il serait en retard pour le déjeuner. Ça, ce n'était pas nouveau, mais la manière de le faire était nouvelle. Et tous ses collègues lui ont dit « c'est très amusant, mais ça n'a aucun avenir ». Pourquoi ? Ces gens n'étaient pas idiots. Quel était le paradigme, quelle était la croyance sur laquelle ils se basaient pour dire que ça n'avait pas d'avenir ? Eh bien, ils ont imaginé qu'il fallait une ligne téléphonique entre chaque maison et chaque maison dans le monde, y compris les maisons de gens qu'on ne connaît pas, parce que peut-être qu'un jour, on devrait leur téléphoner. Donc, ça sous-entend des milliards de lignes téléphoniques, des milliards de lignes, puisque chaque maison doit être connectée à toutes les autres. Évidemment, on ne verrait même pas le ciel, tellement il y aurait de câbles téléphoniques, et c'est totalement impensable. Quel a été le changement de paradigme ? Ça a été l'invention du Operating Center, du centre de connexion, l'opératrice. C'est-à-dire un câble qui va d'une maison à un centre où vous avez une opératrice qui connecte les gens ensemble. Donc, ce qui a été la révolution dans le monde des télécommunications, ça n'a pas été l'invention du téléphone, ça a été l'invention de l'opérateur. Et on voit que dans beaucoup de choses comme ça, c'est des petits détails qui changent l'avenir. Quand vous voyez les grands exploits du monde de l'exploration au XXe siècle, marcher sur la Lune, monter à l'Everest, voler dans le ciel, ça n'a pas été des nouvelles idées, ça n'a pas été tout à coup une invention, ça a été la réalisation de rêves millénaires de l'humanité par un changement de paradigme. Et le changement de paradigme, c'était quoi ? Ben, ce n'était pas la technologie, enfin oui, pour marcher sur la Lune, oui, mais pas pour voler ou pour monter à l'Everest. Le premier avion était fabriqué avec de la toile tendue sur des baguettes en bois. Donc les Égyptiens auraient pu voler il y a 5000 ans du haut de leur pyramide. Pourquoi est-ce qu'ils ne l'ont pas fait ? Parce que c'était interdit par la mythologie. Il n'y avait que les dieux qui pouvaient voler. Quand Léonard de Vinci a construit ses maquettes d'avions à la Renaissance, il aurait pu les essayer. C'est scientifiquement prouvé aujourd'hui qu'il aurait pu voler. Pourquoi est-ce qu'il ne l'a pas fait ? Parce qu'il aurait été torturé et brûlé par l'Église. Quand les Népalais et les Tibétains ont vu pendant des milliers d'années l'Everest au-dessus d'eux, ils savaient qu'ils n'avaient pas le droit de profaner la montagne. Et tout à coup, au début du XXe siècle, des explorateurs se sont dit « nous allons nous débarrasser de ces règles, nous allons nous affranchir de ces limites ». Et en 66 ans, ce qui est vraiment court dans l'histoire de l'aviation, il y a eu le premier avion, le pôle Nord, le pôle Sud, l'Everest, la fosse des Mariannes et la Lune, qui montrent quoi ? Qui montrent que l'innovation ne vient pas quand on a une nouvelle idée, l'innovation vient quand on abandonne une ancienne croyance. Et par conséquent, si on veut inventer, il ne s'agit pas d'avoir plus d'idées, il s'agit d'avoir moins de croyances, moins de limites. Et à partir de là, on peut avancer. Le tour du monde en ballon, dont parlait Philippe Buron-Pilâtre tout à l'heure, a eu exactement le même changement de paradigme. Tous les spécialistes m'ont dit « tu ne peux jamais faire un tour du monde en ballon sans escale, parce que le vent va mettre 2 à 3 semaines à faire le tour de la planète, et toi, avec ton ballon, tu ne pourras jamais voler plus que 6 jours, qui est la durée maximale de vol d'un ballon à gaz. Et une montgolfière, on n'en parle même pas, c'est 2 jours le maximum. Mais en fait, en combinant les deux, on arrive au phénomène de la rosière, c'est-à-dire un ballon à gaz dont on chauffe l'hélium avec des brûleurs au propane. Et là, on arrive à tripler la durée de vol. Alors, tripler la durée de vol, ça nous a permis de réussir. Premier tour du monde en ballon sans escale, et avec ce nouveau paradigme technologique, on a fait le vol le plus long en distance et en durée de toute l'histoire de l'aviation. Mais c'était l'extrême limite, parce qu'on a décollé avec 3,7 tonnes de propane, et on avait à l'atterrissage 40 kilos. Donc il restait 2 heures d'autonomie après 20 jours de vol. Donc on était au maximum de ce nouveau paradigme. Alors comment est-ce qu'on peut avancer plus loin ? En réalisant que
on dit toujours que le ciel est la limite, the sky is the limit. Ce n'est pas vrai, c'est le carburant qui est la limite. Et si vous voulez aller plus loin, il faut vous affranchir du carburant. Et la seule chose qui permet de le faire, c'est les énergies renouvelables. Donc je me suis dit qu'il fallait essayer d'atteindre en fait le vol perpétuel. Comment est-ce qu'on peut, avec un avion ou un engin volant, capter assez d'énergie avec le soleil pour alimenter des moteurs électriques, charger des batteries pendant qu'on vole, de manière à avoir des réserves pour la nuit. Une fois qu'on arrive à faire un cycle, on arrive à en faire autant qu'on veut, donc atteindre en théorie le vol perpétuel. J'avais au départ cette image fabriquée sur ordinateur par un artiste. L'arrivée du projet, c'est ce que vous avez vu sur le film. Qu'est-ce qui s'est passé pendant les 15 ans entre les deux? Il s'est passé finalement toute une série d'expériences que j'aimerais bien partager avec vous, parce que je pense que comme entrepreneur, comme start-up ou simplement comme être humain dans la vie, on est souvent confronté à ces étapes. Et souvent, on est bloqué, alors que c'est justement les portes qui peuvent s'ouvrir. La première chose que j'ai comprise, c'est qu'il ne faut surtout pas attendre d'avoir le soutien de tout le monde pour commencer, sinon on ne commence jamais. Dans mon cas, j'ai eu le soutien de l'École polytechnique fédérale de Lausanne, alors que tout le monde pensait que c'était impossible. L'EPFL s'est dit, pourquoi est-ce qu'on ne va pas étudier le projet et avoir des données claires? Donc ils ont lancé cette étude de faisabilité qui correspondait pour eux à un moment de remise en question complète. Cette université passait d'une université qui fabriquait des ponts et des tunnels à une université de sciences de la vie. Donc ils avaient à peu près 20 laboratoires, il y en avait 18 qui n'avaient jamais travaillé ensemble, et ils se sont dit qu'une étude sur Solar Impulse permettrait à tous ces labos de collaborer et de faire une étude transdisciplinaire. Donc ça, c'est la deuxième règle. Si vous voulez du soutien, ce n'est pas juste parce que vous rêvez de quelque chose qu'on va vous soutenir. C'est parce que ce que vous allez faire va servir à ceux qui vous soutiennent. Ça doit être une situation gagnant-gagnant. N'attendez pas qu'on vous aide gratuitement. Donnez en retour quelque chose qui va stimuler cette aide. Donc, nous avons eu pendant 9 mois cette étude de faisabilité. C'est là que j'ai rencontré André Borschberg qui a dirigé l'étude. Et au bout de 9 mois, qu'est-ce que nous savions? Nous savions qu'il fallait un avion de 72 mètres d'envergure, que le poids ne devait pas être supérieur à une voiture familiale et que la puissance à disposition ne serait jamais plus que celle d'un scooter. Et là, j'ai proposé à l'École polytechnique de faire une conférence de presse pour annoncer qu'on allait faire le tour du monde en avion solaire. Et là, ils m'ont regardé, ils m'ont dit « Écoute Bertrand, tu ne trouves pas que c'est juste un tout petit peu trop tôt? On n'a pas de technologie, il n'y a pas de financement et il n'y a pas d'équipe. » Et je leur ai dit « Non, c'est maintenant qu'on le fait, sinon on ne le fera jamais. Si on n'annonce pas ce qu'on veut faire, on va faire quoi? On va se retrouver dans un petit laboratoire, dans une petite pièce, on va travailler sur des problèmes insolubles, et quand ce sera trop difficile, on va abandonner. Donc ce qu'il faut faire, et c'est fondamental quand on lance un projet, c'est brûler les ponts derrière soi. Parce que si le monde entier sait ce que vous allez faire, vous ne pouvez plus jamais abandonner. Plus jamais. Donc c'est ce qu'on a fait, conférence de presse. Le soir même, il y avait des images qui tournaient en boucle sur toutes les télévisions. Et je me rappelle avoir dit aux gens autour de moi, maintenant nous sommes condamnés à réussir. Et je crois que c'est ça qui a donné la motivation à des ingénieurs, à des partenaires, à des sponsors, des institutions de soutenir ce projet. Et nous avons commencé à y travailler. Alors, quand on travaille sur quelque chose comme ça, il ne faut pas croire qu'on va tout seul être plus intelligent que ceux qui n'ont jamais osé se lancer dans l'aventure. Ce n'est pas parce qu'on a une idée un peu folle qu'on est plus intelligent. Non, pas du tout. Ce qu'il faut, c'est travailler avec des gens complètement différents qui, ensemble, vont créer une intelligence supplémentaire. Et ça, c'est ce que j'ai remarqué en côtoyant André Borschberg. André est exactement le contraire de moi. Il est pilote de chasse et ingénieur. Moi, je suis psychiatre et pilote de ballon. On ne peut pas être plus différents. Mais par contre, avec ces différences, on peut être beaucoup plus créatif que n'importe qui d'autre. Et ça, c'est une chose qu'il faut vraiment comprendre. Ne développez pas des projets en travaillant avec des gens qui vous ressemblent. Vous allez vous gargariser de certitude, vous allez créer une grande confiance, mais aucune créativité. C'est le 1 + 1 = 1. Vous rajoutez autant de gens que vous voulez dans votre équipe, il n'y aura jamais de nouvelles idées. Ce qu'il faut, c'est travailler avec des gens totalement différents et être en désaccord complet.
Avec André, on était toujours en désaccord. Et on en riait. Parce que chaque fois qu'il fallait arriver à une solution, il en sortait une, moi je sortais l'inverse. Et on se disait, OK, super. Maintenant, il faut comprendre ce que chacun a d'opposé à amener. Et on arrivait toujours à trouver cette troisième solution qui n'était ni la sienne ni la mienne et qui nous permettait d'avancer. Le 1 plus 1 égale 3 dans les relations humaines est la seule manière d'être créatif. Mais pour ça, il faut réaliser que le but n'est pas de se battre contre l'autre pour être meilleur que l'autre. Le but est de se battre contre soi-même pour être meilleur que soi-même. Et la seule stimulation qu'on peut avoir pour ça, c'est quand les autres nous obligent à le faire. Donc nous nous sommes mis au travail de cette manière-là, monter une équipe, amener des partenaires, et au bout de 3-4 ans, nous étions très fiers d'avoir la première maquette en plastique de Solar Impulse, 3 mètres d'envergure, et nous avons été naïfs au point de penser que le monde aéronautique allait nous construire cet avion. Évidemment pas. Ils nous ont dit, vous n'aurez jamais assez d'énergie pour voler, votre avion est tellement grand qu'il ne pourra jamais être construit, des ailes aussi grandes pour un poids si léger, ça n'a jamais existé. Et je dois avouer qu'au début, on s'est senti un petit peu comme Dumbo, avec ses oreilles tellement grandes qu'elles traînaient par terre. Et c'était la risée du cirque. Eh bien, je vais vous dire une chose, il faut accepter de passer par ces moments-là. Si vous n'acceptez pas les moments de frustration, les moments de déception, peut-être parfois les moments d'humiliation, eh bien, vous n'arriverez pas au bout d'un projet d'envergure. Il faut accepter. Et il faut voir aussi comment Dumbo s'en est sorti de son histoire. C'est grâce à son problème, grâce à son handicap, qu'il a pu voler, en déployant ses oreilles, et il est devenu le héros du cirque. Donc, ce qu'on voit, c'est que c'est souvent dans la crise qu'on est obligé de trouver une autre solution que celle qu'on avait imaginée. Et c'est justement parce que nos ailes étaient tellement grandes qu'on a pu mettre assez de cellules solaires, parce qu'elles étaient tellement fines qu'elles ont eu l'efficience aérodynamique, et parce que tout cet avion était assez léger qu'il avait besoin de très très peu d'énergie pour rester en l'air. Mais c'est clair que puisque le monde aéronautique ne voulait pas nous le faire, il a fallu trouver quelqu'un d'extérieur qui, comme disait Mark Twain, ne savait pas que c'était impossible. Et ça, c'était quoi? C'était un chantier naval. Un chantier naval qui a accepté le défi de construire une structure en fibre de carbone qui était 10 fois plus légère, pas 10%, 10 fois plus légère, proportionnellement à la taille, que n'importe quel planeur de haute performance. Alors, comment c'est possible? C'est possible parce que toute la construction était digitalisée. C'est parce que c'est une construction qui s'est faite, comme on appelle, avec des éléments finis. Donc, tout était posé sur ordinateur, tout était calculé, tout était simulé. C'était le programme CATIA de Dassault Systèmes qui nous a permis d'arriver à avoir un avion beaucoup plus léger et beaucoup plus résistant que tout ce qui s'était fait jusqu'à maintenant. Tout ça dans un chantier naval. Chantier naval qui avait construit les coques d'Alinghi, qui est le bateau qui a gagné la Coupe de l'América 2 fois pour la Suisse. Alors c'est clair que quand vous avez un pays comme la Suisse qui n'a pas d'accès à la mer, qui gagne 2 fois la Coupe de l'América, le constructeur du bateau doit être bon. Mais la difficulté, c'est que quand on a été les voir, ils nous ont dit « mais on peut vous fabriquer l'avion que vous voulez, aussi léger que vous voulez, on sait comment manier le carbone. Mais par contre, vos ingénieurs ne savent pas comment manier le carbone, on ne peut pas travailler avec eux. » Quand on est retourné voir nos ingénieurs, ils nous ont dit « vous êtes fous, on ne peut quand même pas travailler avec un chantier naval qui n'a jamais fabriqué un avion. » Et là, c'est André qui a dû construire cette relation de 1 plus 1 égale 3, mettre ensemble des gens qui étaient totalement en opposition pour arriver à résoudre un problème qui n'avait jamais été résolu par les spécialistes. Sur le plan des partenariats et du sponsoring, c'était exactement la même chose. Aucune compagnie aéronautique n'a mis 1 centime dans cet avion. Moi, je m'attendais aussi de voir des entreprises d'énergie participer. Non. Alors, je crois que j'ai fait une erreur. En fait, j'aurais dû mettre gratuitement sur Solar Impulse les logos de tous les constructeurs aéronautiques et de toutes les compagnies aériennes. Et ils m'auraient payé des fortunes pour les enlever. Tellement ils avaient peur qu'on s'écrase et que ce soit mauvais pour leur image. Donc, en fait, ceux qui nous ont soutenus, ce sont des assureurs, c'est des entrepreneurs dans les industries chimiques, dans les ascenseurs, dans les montres, dans les télécommunications, dans le champagne. Bon, le champagne, c'était plus pour l'équipe que pour l'avion, j'avoue. Et on s'est retrouvé avec une situation paradoxale
où on avait un avion révolutionnaire fabriqué par un chantier naval et financé par tout, mais pas par le monde de l'aviation et de l'énergie. Et au début, j'étais un peu déçu, jusqu'à ce que je me rappelle que ce n'a jamais été les fabricants des meilleures bougies qui ont inventé l'ampoule électrique. C'est toujours des gens différents. Même dans l'industrie automobile, la première voiture électrique qui a eu du succès n'a pas été fabriquée par un constructeur de voitures. Elle a été fabriquée par un milliardaire qui a fait fortune sur Internet et qui n'avait aucune idée comment construire une voiture. Donc il a pris ce qu'il connaissait, c'est un écran d'ordinateur, il a construit la Tesla autour de cet écran. Et maintenant, vous avez des constructeurs automobiles qui amènent des voitures excellentes, électriques, totalement électriques, mais il a fallu ce déclencheur qui vient de l'extérieur. Et ça doit nous interroger. Parce que très souvent, on est fier d'être un spécialiste et un expert dans son domaine. Mais ça veut dire quoi, être un spécialiste et un expert dans son domaine? Ça veut dire très souvent qu'on a appris à penser en ligne droite. C'est-à-dire qu'on apprend, comme on apprend à l'école, comme on apprend à l'université, comme on apprend dans notre monde, qu'il n'y a que les certitudes et les preuves qui doivent être prises en considération. Et que tout ce qui est point d'interrogation, tout ce qui est doute, tout ce qui est inconnu, doit être laissé de côté. Pourquoi? Parce qu'on a tellement peur de se remettre en question. Parce qu'on a tellement peur de se retrouver dans des situations qu'on ne contrôle pas. Alors, quand on fait ses études de médecine, on ne croit pas à l'homéopathie, à l'acupuncture, même si ça marche. Quand on est ingénieur, on ne croit pas à la lévitation, alors que tous les prochains trains seront sur la lévitation. On a des a priori qui nous mènent dans le mur. Et quand on arrive dans un obstacle, comme sur cette image, on est perdu et on se demande pourquoi la vie est tellement cruelle, au lieu de se demander pourquoi on n'est pas capable de s'adapter à la vie et de se préparer au futur. Alors, comment est-ce qu'il faut faire? Il faut déjà réaliser qu'il n'y a pas une seule direction dans la vie, il n'y a pas une seule certitude, il n'y a pas une seule réalité. Il y en a des dizaines, des centaines, des milliers, il y a peut-être une réalité par individu. Parce que ce qu'on apprend, c'est une toute petite partie de la réalité. Vous avez un écran ici avec une image, mais ce n'est pas toute la réalité. Vous avez tout le reste de cette pièce, vous avez tous les gens qui y sont, vous avez tout ce qui est en dehors de cette pièce, tout ce qui est en dehors de ce palais des congrès, tout ce qui est en dehors de Metz. Tout ça, c'est d'autres réalités. Donc ce qu'on apprend, c'est très bien de l'apprendre, à condition qu'on sache que c'est une toute petite partie de ce qu'on doit connaître. Et ça, il faut l'enseigner aux enfants. Moi, j'ai eu la chance immense, comme enfant, d'avoir une famille qui m'a enseigné la curiosité, qui m'a enseigné la remise en question. J'avais le droit de poser toutes les questions comme enfant. Et on ne m'a jamais répondu « c'est pas de ton âge ». On ne m'a jamais répondu « accepte, c'est comme ça ». Alors, évidemment, je suis devenu un cauchemar pour mes profs à l'école et à l'université parce que je n'ai jamais accepté dans ma vie de faire quelque chose si on ne m'expliquait pas pourquoi je devais le faire. Mais ça m'a appris à chercher, à me remettre en question, à être curieux, à aller au-delà de toutes les évidences qu'on m'amenait et à jamais accepter que quelque chose soit impossible. Alors ça, au niveau éducation de nos enfants, c'est quelque chose qu'on doit absolument faire. Et peut-être que les vrais entrepreneurs qui ont réussi à développer leur start-up avec succès sont ceux qui sont justement sortis de ce qu'on leur avait appris, sont justement sortis de toutes ces certitudes et ces habitudes. Parce qu'en fait, il ne faut pas simplement être un pionnier qui ouvre une nouvelle voie, il faut être un explorateur qui essaye toutes les différentes voies, toutes les différentes routes, toutes les différentes directions, en sachant qu'elles ne vont pas toutes arriver à destination. Il y en a qui vont arriver, mais pas toutes. Donc il faut accepter le risque de rater. Il faut se rappeler que l'échec, c'est juste une marche avant le succès. Et le succès n'arrivera que quand vous essayerez une fois de plus que le nombre d'échecs. Et nous, en Europe, on n'ose pas rater. C'est une honte de rater. Mais il faut vraiment se rappeler que les seuls qui n'ont jamais rien raté dans leur vie sont ceux qui n'ont jamais rien fait. C'est une honte. On a des opportunités fantastiques et on ne les saisit pas. Alors imaginez-vous, à la fin de votre vie, vous retournez sur votre existence et vous dire « Je n'ai pas pris les opportunités que la vie m'a amenées par peur de rater. » Est-ce que c'est comme ça qu'on a envie de se retourner? Ou est-ce qu'on va se dire « J'ai réussi certaines choses, j'ai raté certaines choses, mais j'ai pris toutes les opportunités que la vie m'amenait et j'ai essayé de les mener quelque part. Ça n'a pas tout réussi, mais au moins j'ai essayé. » Le vol en ballon, à ce niveau-là, est une très bonne manière d'expliquer ce que c'est que l'esprit de pionnier, ce que c'est que la manière de se remettre en question.
ce que c'est que la manière de construire un avenir différent. Aujourd'hui, on parle de digitalisation, on parle de numérique, on parle de protection de l'environnement, et c'est en contradiction avec les vieilles habitudes. C'est pour ça que ça crée de la résistance. Alors pourquoi? Eh bien, écoutez, dans un ballon, quand vous êtes poussé par le vent, vous êtes prisonnier du vent. Vous allez dans la direction du vent et à la vitesse du vent. Et vous pouvez pleurer, crier, jurer ou blasphémer, ça ne va rien changer à la mauvaise direction que vous avez. Votre seule liberté, votre seule responsabilité dans le vol en ballon, c'est de changer d'altitude. Parce que vous savez que l'atmosphère est faite de couches météorologiques très différentes qui ont toute une autre direction et une autre vitesse. Donc si vous voulez voler un peu plus à gauche ou un peu plus à droite, vous devez voler plus haut ou plus bas. Changer d'altitude pour changer de direction. Et ça, c'est quelque chose qu'on doit apprendre à faire dans la vie. Parce que dans la vie, on est prisonnier du vent. On est prisonnier de nos certitudes, de nos habitudes, de nos dogmes. On est prisonnier de ce que les autres pensent. On est prisonnier des crises économiques, financières, des décisions politiques, des réactions des concurrents dans l'industrie. On est prisonnier de beaucoup de choses qui nous échappent. On ne peut pas les contrôler. Les accidents, les maladies, l'amour, les succès, les échecs. Tout ça, c'est des choses qu'on ne peut pas contrôler. Mais on peut apprendre à changer d'altitude dans notre vision de la vie, dans notre éducation, changer d'altitude psychologiquement, philosophiquement, spirituellement aussi, de manière à capter d'autres directions, d'autres influences, d'autres solutions, d'autres réponses qui vont forcément donner un cours différent à notre existence. Mais pour ça, il faut savoir comment fonctionne un ballon. Si vous voulez changer d'altitude en ballon, vous devez lâcher du lest. Vous devez lâcher des réservoirs de propane vides, vous devez lâcher des sacs de sable, des réserves d'eau, des réserves d'aliments, si possible au-dessus de zones non peuplées, c'est quand même beaucoup mieux. Mais ce que je veux dire, c'est que chaque fois que vous lâchez quelques kilos, vous montez de quelques mètres. Et quand vous faites ça depuis le sol jusqu'à l'altitude maximale que peut atteindre le ballon, eh bien, vous aurez une vision totalement prédictible du futur. Vous saurez exactement pour chaque altitude quelle direction vous aurez. Et ensuite, vous allez restabiliser votre ballon à l'altitude qui vous donne la direction que vous voulez. Si vous êtes capable de faire ça dans la vie, vous êtes capable de créer, vous êtes capable d'innover, vous êtes capable d'être libre pour développer l'avenir que vous voulez plutôt que subir le passé qu'on nous impose. Parce qu'on a beaucoup de lest dans la vie. On a énormément de lest et on nous apprend à en avoir. Alors c'est quoi notre lest? C'est des certitudes, des habitudes, la recherche de sécurité, c'est les convictions, les points d'exclamation, les croyances, les habitudes, les paradigmes, les dogmes, tout ce qu'on nous apprend à garder à bord au lieu de le passer par-dessus bord. Et on croit que plus on a de lest, plus on est fort, alors qu'en fait, on est simplement plus lourd. Alors apprendre à se débarrasser de son lest pour avoir toutes les directions possibles devant soi, ça veut dire quoi? Mais ça veut dire qu'on doit être capable d'identifier ce qu'on croit le plus et essayer autre chose. Et ça, c'est un exercice quotidien dans tous les domaines. Quand vous écoutez un débat politique à la radio ou à la télévision, ne soutenez pas ou ne soyez pas celui qui se concentre que sur celui qui parle de la manière que vous voulez. Écoutez plutôt celui avec lequel vous n'êtes pas d'accord. Et demandez-vous, et si le monde était comme il disait, qu'est-ce que ça signifierait? Eh bien, vous verrez que chaque fois, vous allez trouver quelque chose de nouveau auquel vous n'avez jamais pensé. Alors, chaque fois qu'il y a une réaction à donner, une réponse à donner, une action à faire, la première impulsion, c'est jamais l'intuition, c'est l'habitude. La deuxième, c'est l'intuition. Quand vous vous êtes dit « Ouh là là, stop, je ne vais pas répondre oui ou non comme d'habitude, je ne vais pas sortir cette réaction-là comme d'habitude, je vais me demander s'il n'y en a pas une autre. » Eh bien là, vous êtes dans la conscience. Là, vous êtes dans la créativité. Alors, vous pouvez faire ça partout. Est-ce qu'il faut voter à gauche ou à droite? Est-ce qu'il faut soutenir la Palestine ou Israël? Est-ce qu'il faut légaliser la drogue ou non? Mais chaque fois, vous allez réaliser que ceux qui sont contre votre manière de faire ont quelque chose à vous apprendre. Et à ce moment-là, vous commencez à avoir une liberté de choix. Ça ne veut pas dire que c'est toujours l'autre qui a raison, mais ça veut dire que vous remettez vos certitudes en cause suffisamment
pour que vous ayez devant vous, comme un feu d'artifice, l'avenir en 3 dimensions. Pour chaque manière de penser, vous avez une trajectoire différente. Et la liberté, c'est celle de choisir laquelle vous allez prendre, plutôt que de toujours prendre celle qu'on avait avant. Alors, il y a quelqu'un qui m'a demandé une fois, après une conférence, il m'a dit, est-ce que ça veut dire qu'on doit se débarrasser de toutes nos valeurs morales? Pas forcément. Pas forcément. Mais ça veut dire qu'on doit se poser la question, est-ce que je les garde par décision ou est-ce que je les garde par habitude? Parce que si vous les gardez par habitude, vous n'y croyez pas vraiment. Et au moment où il faudra vraiment les mettre en œuvre, ce n'est pas du tout sûr que vous le ferez. Par contre, si vous êtes prêt à les remettre en question, vous dire, est-ce que je dois être honnête? Est-ce que je dois faire ça comme ça? Est-ce que ces valeurs morales, j'y tiens vraiment? Et que vous avez le choix de vous en débarrasser ou pas, eh bien, vous les appliquerez de manière beaucoup plus sûre si vous y tenez vraiment. Et ça, c'est quelque chose qui est le point commun, finalement, de tous les pionniers et de tous les explorateurs. Est-ce que je garde ce que j'ai ou est-ce que j'essaye de changer? C'est ce qu'on a fait avec Solar Impulse, finalement, à chaque moment de décision, sur le plan technique, sur le plan humain, sur le plan de la gestion de toutes les crises que nous avons eues. Et c'est ce qui nous a permis d'avoir ce premier avion qui a été une rupture de paradigme totale au niveau de l'aéronautique, au point que tous ceux qui nous critiquaient dans le monde de l'aéronautique sont tous aujourd'hui en train de travailler sur des programmes d'avions électriques. Et pourquoi l'avion électrique? Pourquoi l'avion solaire? Pourquoi l'avion propre? Et vous vous imaginez ce que ça veut dire de voler sur un océan en sachant que vous pouvez voler plusieurs jours et plusieurs nuits de suite, que vous n'êtes pas limité par le besoin de ravitailler, que vous regardez le soleil, que c'est votre seule source d'énergie, que ça vous permet d'avoir vos moteurs électriques qui tournent, sans bruit, sans pollution, sans carburant. Il y a un moment où vous vous dites, c'est incroyable, je suis dans le futur, je suis dans un film de science-fiction. Et en fait, pas du tout. Si vous comprenez vraiment la situation, vous voyez que vous êtes dans ce que la technologie d'aujourd'hui permet aujourd'hui. Et c'est le reste du monde qui est dans le passé. Ce n'est pas vous qui êtes dans le futur. C'est le reste du monde qui est dans le passé. Le reste du monde utilise encore, sur le plan énergétique, des systèmes et des technologies qui ont été développés en 1880, au début de l'ère pétrolière. Les moteurs à combustion, les maisons mal isolées, les ampoules à incandescence, les systèmes de chauffage et de refroidissement, climatisation complètement démodés, des manières polluantes de produire, de transporter et de consommer l'énergie. Tout ça, c'est archaïque. Alors, quand on nous dit qu'il faut de la décroissance, qu'il faut consommer moins, qu'il faut bouger moins, qu'il faut vivre moins, qu'il faut moins de confort, je pense que c'est une erreur. Le vrai problème des changements climatiques, de la pollution et de l'épuisement des ressources naturelles aujourd'hui, c'est le gaspillage. Le gaspillage dû à l'état d'esprit que nous avons et aux vieilles technologies que nous utilisons. Donc aujourd'hui, c'est clair qu'il y a déjà les technologies nécessaires pour diviser par 2 les émissions de gaz carbonique. On peut les diviser par 2 sans avoir besoin d'innovation supplémentaire. Déjà avec ce qu'on a aujourd'hui. Mais pourquoi est-ce qu'on ne le fait pas? On ne le fait pas parce qu'il manque l'esprit de pionnier, parce qu'il manque l'esprit d'exploration. Alors Solar Impulse a été animé par ce besoin de montrer ce qu'on pouvait faire avec des technologies propres et des énergies renouvelables. C'était le purpose, le sens, la signification de ce projet. Et ça, c'est une autre règle que j'aimerais partager avec vous. Parce que quand on a un projet extrêmement ambitieux, ce n'est que sa signification et son sens profond qui vont permettre de motiver suffisamment de gens pour y aller. Si le but était de battre des records du monde, on n'aurait jamais eu 150 personnes qui se seraient dévouées corps et âme pendant 15 ans pour réussir. Et il y a un exemple magnifique de ça que j'ai vécu, c'était 2-3 ans après le lancement du projet, peut-être 4 ans après. Je me promenais dans une rue de Zurich, dans le nord de la Suisse, et une jolie jeune femme que je croise sur la route se met à m'insulter en me disant « Je vous reconnais, vous êtes de Solar Impulse, je vous déteste ». Et je lui dis « Excusez-moi, qu'est-ce qui s'est passé? Vous pensez à quoi, là ?» Elle me dit « À cause de vous, j'ai perdu mon copain. » Je lui ai dit « Écoutez, excusez-moi, ce n'est pas dans mon style de piquer le copain des jolies femmes. » Elle me dit « Riez pas avec ça, c'est extrêmement triste. » Je lui ai dit « Écoutez, qu'est-ce qu'il y a eu ?» Elle me dit « Écoutez, mon ex-copain,
c'est votre chef ingénieur. Il rentrait le soir avec son ordinateur, il était le week-end avec son ordinateur, il travaillait entièrement pour ce projet, on ne pouvait plus aller au cinéma, on ne pouvait plus aller dîner le soir au restaurant, et je ne le voyais plus. Et je lui ai dit, oui, mais est-ce que vous lui avez expliqué que vous vouliez le voir davantage? Et elle me dit, bien sûr que je lui ai dit. Et vous savez ce qu'il m'a répondu? Il m'a répondu, si on veut changer le monde, il faut bien faire quelques sacrifices. Cet ingénieur savait que son but était de changer le monde, et pas de coller des fibres de carbone ou des fils électriques ensemble. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut vraiment se rappeler. Si le matin, quand on se lève, on sait pourquoi on vit, on va pouvoir réussir. Si c'est simplement pour faire une routine, une habitude, on ne réussira pas. Mais c'est à tous les niveaux. Quand vous avez un maçon qui met des briques l'une sur l'autre, ça peut être considéré comme un métier hyper répétitif et ennuyeux, mais si on comprend qu'on est en train de construire le mur d'une maison dans lequel une famille va venir habiter pour permettre aux enfants de se développer et d'atteindre leurs rêves dans la vie, eh bien, vous n'êtes plus en train de mettre des briques les unes sur les autres, vous êtes en train de participer à construire un rêve collectif. C'est valable pour tout. Quand vous êtes dans votre start-up et que vous êtes en train d'essayer de réussir quelque chose, ce n'est pas que pour vous, sinon vous allez rater. C'est pour faire du bien et pour améliorer la situation autour de vous. Et je crois que c'est ça qui a animé l'équipe de Solar Impulse, et c'est ça qui a continué ce projet, et c'est pour ça que nous sommes toujours dans cette dimension-là. Et la photo du succès, ce n'est pas simplement la photo d'un avion qui a réussi le tour du monde, c'est le panneau qui est devant et qui sous-tend la mentalité et l'esprit de cette équipe. Take it further. Prenez le relais. Allez plus loin. Continuez ce qu'on a commencé. Et c'est pour ça que nous avons décidé, après le succès de Solar Impulse, de rassembler ces solutions qui sont éparpillées partout et dont je vous parlais tout à l'heure, au sein de l'Alliance mondiale pour les solutions efficientes, et de labelliser ces solutions sur le plan de leur crédibilité technologique, bien sûr, aussi de leur impact positif sur l'environnement et la société, mais essentiellement, et ça c'est le changement de paradigme que je veux introduire, sur le plan de leur rentabilité. On ne va pas pouvoir protéger l'environnement en continuant à croire que c'est en opposition avec le développement économique. On ne peut pas protéger l'environnement en continuant à penser que c'est cher. Et dans tous les interviews que j'ai en Europe, on continue à me dire « Mais est-ce que vous croyez qu'on peut vraiment protéger l'environnement et continuer à avoir un développement économique ?» Mais il y a des régions du monde dans lesquelles ça ne se pose même plus cette question. C'est une évidence. La Californie, il y a 10 ans, a stabilisé sa consommation d'énergie et ses émissions de gaz carbonique en doublant sa croissance par rapport au reste des États-Unis, qui ont une courbe d'émissions qui continue à croître avec une croissance de moitié à celle de la Californie. Aujourd'hui, on crée des emplois, on fait du profit, on développe la croissance, mais une croissance propre, qui est bien meilleure que le statu quo d'aujourd'hui. Il ne s'agit plus aujourd'hui de payer pour l'environnement, il s'agit de changer les vieilles infrastructures complètement démodées pour mettre des infrastructures beaucoup plus rentables, dans lesquelles les investissements rapportent énormément. Aujourd'hui, dans tous les domaines, de l'eau, de l'énergie, des villes, de la mobilité, de l'industrie, de l'agriculture, vous avez des entreprises qui apportent des solutions rentables. Et nous nous sommes dit que nous allions essayer de les faire sortir de l'ombre, de les mettre en réseau, de les mettre en relation avec des investisseurs, et une fois que nous en aurons 1000, d'amener ces 1000 solutions au gouvernement au pluriel, pour leur montrer quels sont les outils concrets qui existent aujourd'hui pour en même temps développer l'économie et protéger l'environnement. Mais pour ça, il faut une réglementation qui soit moderne. Tant qu'il est permis d'être inefficient, tant qu'il est permis de mettre autant de CO2 dans l'atmosphère et tant qu'il est permis de gaspiller les ressources naturelles de la planète, les gens continueront à le faire, même s'il y a des solutions et même si elles sont rentables. Vous avez aujourd'hui la possibilité de mettre des bus électriques dans toutes les villes et de payer la différence de prix 3 fois par rapport à un bus diesel. Et pourquoi ça ne se fait pas? Pourquoi ça ne se fait pas? Parce que ce n'est pas obligatoire.
parce qu'aujourd'hui, on permet de polluer, parce qu'aujourd'hui, il y a ce manque d'esprit de pionnier, ce manque d'esprit d'exploration, ce manque de confiance dans l'avenir qui fait qu'on va continuer à faire les vieux schémas, garder le lest à bord et voler bas et dans la mauvaise direction. Il manque ce goût pour l'inconnu, comme sur cette image-là. Ça, c'est la dernière photo que j'ai faite de mon tour du monde en ballon. C'est un des hublots du Breitling Orbiter 3 qui est givré par l'humidité de la nuit, et de l'autre côté, il y a de l'autre côté de ces gros cristaux de glace, il y a un lever de soleil. Mais on ne verra jamais le soleil si on n'est pas capable de traverser d'abord la glace. Alors, c'est vrai que dans la vie, il y a souvent de la glace, il y a souvent des problèmes, il y a souvent des crises, il y a souvent des difficultés. Et ce qu'on nous apprend beaucoup trop souvent, c'est qu'il vaut mieux souffrir dans la glace qu'on connaît plutôt que de prendre le risque de traverser la glace pour voir ce qu'il y a de l'autre côté. Donc aujourd'hui, ce qui est vraiment important, c'est de comprendre que toutes les peurs, toutes les difficultés, toutes les crises qu'on a, si on les refuse, ça restera des crises. Si on les accepte, ça devient des aventures. En fait, l'aventure, c'est une crise qu'on accepte. Et la crise, c'est une aventure qu'on refuse. Mais ça nécessite quoi? Ça nécessite d'avoir autant de confiance que de courage. Avec du courage, on se bat contre ses peurs et on arrive quelque part le plus souvent. Mais ce qui est encore plus important que le courage, c'est la confiance. Et ça, je l'ai compris quand j'étais au milieu d'un océan avec Solar Impulse, tout seul dans le cockpit, de nuit, et que je me sentais mieux que dans tous les autres moments de ma vie. Et je me suis demandé pourquoi. En fait, je me sentais mieux parce que j'étais déconnecté de tout ce que j'avais appris, de toutes mes habitudes, de toutes mes certitudes. J'étais juste obligé d'utiliser mes ressources intérieures, mes capacités, ma créativité, ma performance, ma vigilance, la conscience de l'instant présent. Et tant qu'on est dans notre zone de confort, on n'est pas obligé de faire ça, donc on ne le fait pas. Mais dans ces moments de rupture, dans ces moments d'aventure, dans ces moments de crise, on réalise à quel point l'être humain a en lui toutes les ressources qu'il faut pour réussir. Et ça, je pense que c'est la magie de l'aventure, c'est la magie du monde de l'exploration. Et c'est cette magie qu'il faut arriver à reproduire au quotidien, dans toutes nos actions, dans toutes nos ambitions, dans tous nos rêves, dans tout ce qu'on essaye. C'est aller rechercher en soi cette capacité humaine à dépasser les obstacles et à avancer. Donc, quel que soit notre domaine, entrepreneur, citoyen, politique, chômeur, maçon, médecin, père ou mère de famille, enfant, instituteur, on a tous une histoire à écrire. On a tous une histoire à écrire et une histoire à partager. Alors, je vous ai raconté la mienne, mais j'ai envie de vous demander maintenant quelle est la vôtre. Quelle est celle que vous avez envie d'écrire? Pour ça, j'ai quelques minutes en images et en musique qui vont servir de conclusion avant que peut-être qu'on aura le temps de poser quelques questions. La chanson s'appelle « I'd like to tell my story ». J'aimerais raconter mon histoire. Et peut-être que pendant ces 3 minutes, vous allez pouvoir vous demander quelle est l'histoire que vous aurez envie de raconter aussi et quelle est l'énergie que vous arrivez à développer pour pouvoir écrire cette histoire. A bunch of lonesome and very quarrelsome heroes were smoking out along the open road. The night was very dark and thick between them. Each man beneath his ordinary load. I'd like to tell my story, said one of them so young and bold. I'd like to tell my story before I turn into gold. Quelle est l'histoire que vous aimeriez raconter?
Qu'est-ce qui aurait assez de valeur pour vous pour investir du temps et des efforts, même des années de votre vie, pour essayer, pour rater, pour essayer de nouveau, pour avoir des gens qui prétendent que c'est impossible? Où est votre rêve, celui que vous avez oublié ou peut-être jamais même essayé de réaliser? Comment allez-vous faire pour construire votre histoire? L'aventure est un état d'esprit face à l'inconnu, au doute et au point d'interrogation de la vie. Bien sûr, nous préférons tous avoir un avenir clair et facile, mais ce n'est pas forcément ce que nous offre la vie. Si souvent, nous devons gratter la glace qui cache le lever de soleil suivant, et nous essayons désespérément de traverser les turbulences et les crises pour trouver de la confiance et de l'harmonie. Quelle est l'altitude que vous voulez atteindre pour trouver la bonne direction? Prenez un moment, juste maintenant, pour prendre conscience de vos convictions, de vos croyances, de vos habitudes. Est-ce que tout cela vous aide pour réaliser vos buts, pour être créatif, pour être innovant? Êtes-vous prêt à vous remettre en question, à jeter vos certitudes et vos habitudes par-dessus bord, comme du lest, pour changer d'altitude, pour changer de direction, pour être libre, pas forcément libre de tout faire, mais libre de tout penser? Il y a eu de fantastiques succès dans le monde de l'exploration, mais la vie est la plus fantastique de toutes les aventures. Comment allons-nous, ensemble, arriver à la construire, arriver à en faire un succès? I'd like to tell my story. Said one of them, so bold. Oh yes, I'd like to tell my story. 'Cause you know I feel I'm turning into gold. Je vous souhaite une excellente aventure dans les vents de la vie. Bonne chance à tous. On m'a donné un micro qui ne fonctionne pas, donc je vais utiliser ma voix. C'est bon, Philippe. Nous avons un peu moins de 10 minutes, mais il y a un micro qui est en train de circuler, voilà, avec Stéphane Tauzienne, vice-président de Gênes. Et Bertrand, si tu as la gentillesse Avec plaisir. de répondre aux questions. Bon, je suis sûr que vous avez Allez, une question. la première est toujours la plus compliquée. Ah bah, à chaque fois, ils me font courir. Les premiers, ils sont toujours Ça n'a pas besoin d'être que des questions, hein, ça peut être des remarques, vous pouvez partager des expériences, vous pouvez être en désaccord avec ce que j'ai dit. Et si vous êtes en accord, il dédicace ainsi que Jacques Ségala. Et alors, on a appris tout à l'heure une histoire de Jacques Ségala. C'est que c'est Jacques Ségala qui a organisé la première traversée de la Manche en 1962 de ton grand cousin. De mon petit cousin, De oui. ton petit cousin. Enfin, je te Le signale fils de qu'il mon a- grand-oncle, c'est voilà, mon petit qu'il a- cousin. Il a quand même 93 ans. Dans les années, en 62, la première fois qu'on traversait la Manche avec une montgolfière que les Américains venaient de remettre en circulation. Alors, il y a une question. Oui, bonjour. Bonjour. Pour cette magnifique conférence et l'inspiration que vous transmettez. Vous pouvez parler plus fort parce qu'ici, il n'y a pas de retour son, je ne vous entends pas du tout. Merci pour cette magnifique préférence et l'inspiration que vous transmettez. Vous encouragez à mener des projets, ne pas avoir peur de l'échec. J'aimerais savoir de quel échec vous êtes le plus fier. Alors, l'échec dont je suis le plus fier, c'est la première tentative du Tour du monde en ballon. Breitling Orbiter 1, je donne une conférence de presse avant le départ pour dire que je vais voler dans les jet streams pendant 2 à 3 semaines.
que Steve Fossett et Richard Branson avaient déjà raté, donc j'étais sûr de réussir. Et après 6 heures de vol, 6 heures, j'ai atterri en Méditerranée, le ballon a coulé et je suis rentré pieds nus et trempé. Et à ce moment-là, vous savez ce que c'est que la vaccination contre le ridicule. Et plus rien ne peut vous toucher. Plus rien ne peut vous toucher. Parce qu'avant ça, j'étais quand même un peu sensible au ridicule. J'essayais de ne pas rater trop de choses dans ma vie. Eh bien là, ça m'a totalement libéré. Je me suis dit, je ne peux pas descendre plus bas. Et ça m'a servi encore ultérieurement. Une autre question peut-être, juste ici. Vraiment, merci beaucoup pour vos témoignages et beaucoup de choses que vous dites sont certainement applicables à nos petits niveaux dans nos vies, sauf peut-être que pour changer le monde, il faut se séparer de son compagnon ou de sa femme. Mais bon, ça c'est autre chose. Beaucoup d'innovations dont vous avez parlé, on sentait qu'il y avait, et pas les vôtres, mais on sentait qu'il y avait une part de hasard, parce que quelque chose s'est développé à un moment donné, on n'en voyait pas l'utilité, puis une autre technologie. Mais dans ce que vous avez fait, par contre, on a l'impression que c'est presque des objectifs que vous fixez, c'est un petit peu différent, c'est-à-dire que ce n'est pas forcément du hasard, c'est au contraire, ça poursuit une idée. Est-ce que je me trompe ou... Je n'ai pas exactement compris oui. Par exemple, la question elle-même. Par exemple, quand vous parlez du téléphone, on a l'impression qu'il y a une nouvelle technologie qui s'est développée, notamment au niveau des opérateurs, mais qui est venue de manière un peu incidente, quoi. C'est-à-dire qu'on n'a pas forcément eu l'idée de développer le téléphone à grande échelle. Donc il y a une part de hasard. Et non, je ne pense pas que c'est une part de hasard. Je pense qu'il y a des choses qui se développent, mais qui restent impossibles tant qu'on n'a pas réussi à trouver le verrou qui le rend possible. Et on a bien vu ça avec l'énergie solaire. L'énergie solaire, ça existe depuis les années 70. Personne n'a réussi à utiliser de l'énergie solaire à grande échelle avant que les Chinois cassent le marché avec un dumping généralisé. Et c'est intéressant parce qu'ils ont compris que le problème était un problème de masse critique à atteindre, ce qui est assez souvent le cas dans ce genre de choses. Ils ont simplement fait 5 ou 10 ans de dumping, et aujourd'hui, l'énergie solaire produit de l'électricité entre 2 et 3 fois moins que le pétrole et le charbon. Vous avez des entreprises comme Engie qui ont décidé de changer le paradigme et de gagner de l'argent, non pas sur la vente de l'électricité, mais sur l'économie d'électricité que les clients vont pouvoir produire, vont pouvoir atteindre. Les 2 tiers des employés d'Engie travaillent à réduire la consommation d'énergie de leurs clients. Avec quoi? Avec la digitalisation de tous les services qu'on leur offre. Donc les sociétés énergétiques du futur, si elles veulent survivre, vont devoir vendre des services plutôt que vendre de l'énergie. Ça, c'est un changement de paradigme. Donc on voit que chaque fois, on arrive à des modèles qui bloquent, et nous, on est aujourd'hui dans un modèle qui bloque complètement au niveau des énergies fossiles et au niveau du gaspillage de matières premières. Et les changements de paradigme, ce sont les changements de modèles commerciaux. C'est extrêmement intéressant de voir tout ce qui se passe. Et aujourd'hui, si vous voulez survivre dans notre société, il faut que les entreprises pétrolières se diversifient. Si elles ne le font pas, il va y avoir un krach financier magistral. Parce que d'ici quelques années, il y aura toujours du pétrole, on aura toujours besoin de pétrole, les entreprises pétrolières seront riches. Mais qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer que les investisseurs vont comprendre que ça devient des investissements pourris, comme en 2008 dans les subprimes, parce qu'il n'y a plus assez d'utilisateurs et parce qu'on est beaucoup plus rentable avec le renouvelable. S'ils ne se diversifient pas, il y aura un krach boursier pire que celui de 1929 et 2008. Donc on voit que chaque fois que quelque chose doit évoluer, il faut trouver quel est le verrou qui permet de le faire évoluer. Parce qu'a priori, tout ce qu'on fait est impossible. Alors on va essayer une transition habile, en attendant que la prochaine question, qui sera certainement la dernière, est-ce que tu as remarqué que pour la première fois, il y a plus de femmes que d'hommes dans cet amphithéâtre? Écoute, vu que l'amphithéâtre existe depuis une semaine, je ne sais pas si tu peux déjà faire des statistiques à ce point-là. Si.
Oui, si c'est la dernière question, elle doit vraiment être excellente. Je l'espère. C'est une femme. Bonjour Morgane Vax, merci pour votre conférence. Moi, ce que je voulais vous dire d'abord et vous demander ensuite, c'est qu'il y a 1000 projets dans ma tête. Et c'est difficile de choisir, c'est difficile de se concentrer sur un seul. Et même si je vois en quoi ces projets se connectent tous, je ne peux pas tous les mener tout le temps en même temps. Et je vois que vous nous avez parlé de certains projets, mais j'imagine que ce n'est pas les seuls que vous aviez en tête. Donc, comment vous avez fait ? C'est très bien, c'est très juste. Vous savez, chaque fois que vous faites une décision, que vous prenez une décision dans la vie, vous décidez d'abandonner quelque chose pour faire autre chose. Chaque fois que j'ai lancé un projet, ça m'a empêché d'en faire d'autres. C'est vrai, c'est vrai. Et je crois que c'est impossible, j'aime pas dire c'est impossible, c'est difficile de faire tout ce qu'on veut. Par contre, il faut voir quelle est l'altitude, en fait, quelle est la manière de penser, quel est le projet qui vous amènera là où vous voulez. Moi, j'avais envie d'amener une contribution au monde des énergies renouvelables et des technologies propres. Et je me suis dit que si ça, c'était vraiment mon but, la manière d'y arriver la plus efficace, c'était Solar Impulse. J'aurais pu prendre d'autres moyens. Si vous êtes milliardaire, vous avez beaucoup d'influence sur le monde politique et sur le monde de la société, vous arrivez à faire passer des idées. Si vous êtes hyper célèbre dans le monde du show business, vous pouvez y arriver aussi. Je me suis dit que pour devenir milliardaire, ce serait beaucoup plus de temps que pour devenir pilote d'avion. Et je me suis dit que pour apprendre à chanter et devenir rockstar aussi. Donc finalement, autant utiliser mon côté explorateur pour arriver au but que je me suis donné. Mais c'est vrai qu'il y a d'autres manières que d'autres gens utilisent pour y arriver. C'est vrai. Mais chaque choix est un renoncement à autre chose. Quand on a compris ça, on regarde ce qui reste, auquel on tient le plus, et on fait ça. Puis tant pis pour le reste. Eh bien, merci Bertrand. Merci. Par contre, heureusement, dans les 1000 solutions que nous voulons promouvoir, c'est le fait qu'il y en ait 1000 qui donne leur force. Donc là, il n'y a pas besoin de choisir. Chaque entreprise a amené quelques solutions à l'édifice, et quand on aura le portfolio de 1000, à ce moment-là, on aura un impact énorme parce qu'il y en aura 1000. Alors, merci Bertrand. N'oublie pas que l'année prochaine, tu viens passer tes vacances en Lorraine, du 26 juillet au 4 août. Bah oui. Hein, heureusement que tu continues à faire ce mondial Air Ballon. Ça fera plaisir au docteur Evgott, le président de la commission tourisme du Conseil régional, qui est venu, j'allais dire de Lorraine, du Grand Est, qui est venu t'écouter, qui est un médecin également. Voilà. Vous pouvez retrouver Bertrand en début d'après-midi pour ses dédicaces. Je crois aussi que tu vas intervenir devant quelques centaines de lycéens et de collégiens. Absolument, début d'après-midi aussi. En début d'après-midi. Et puis tu sais que tu es un peu chez toi ici, que tu as le droit de revenir quand tu veux. Et en plus, ton épouse m'a dit qu'elle te garantissait la plus grande tranquillité pendant ces 10 jours, à condition que je te surveille. Et tu me surveilles très bien, Philippe. Et ça, je le surveille assez bien. Merci. Bon appétit. Merci.